Bonjour! J'ai décidé de reprendre mon podcast qui s'appelle Big Books et de recommencer à faire des lectures de livres que j'adore. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait en vidéo un peu court et vous aurez la version longue sur le podcast qui s'appelle Big Books. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce livre qui s'appelle Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké, qui est un livre vraiment génial, essentiel, que tout le monde au-dessus de 35 ans devrait lire pour accueillir ceux qui arrivent après nous avec un minimum de compassion, de générosité, de joie. Voilà, ces derniers temps, il y a le Festival de Cannes et j'ai vu comment ont été traitées les jeunes filles, que ce soit Anna Biolay, Léna Situation, ou avant ça, Oumi Tedeschi-Garel. Enfin, tous ces jeunes qui arrivent dans le milieu du spectacle et qui reçoivent des torrents de boue. Et je me dis, mais en fait, voilà, on a perdu tout sens commun. Et je ne parle évidemment pas de tous ceux qui ne s'en sortent pas dans ces systèmes et qui se font maltraiter, exclure. Donc, lisez Sois jeune et tais-toi. Et pour illustrer ce texte, j'ai choisi de vous lire un autre texte qui s'appelle Mon Ishmael de Daniel Kin. C'est un petit extrait qui parle de la jeunesse et qui, je trouve, est vraiment intéressant. Dans Ishmael et Mon Ishmael, Daniel Kin compare les modes de vie de ceux qu'il appelle ceux qui prennent, qui sont les peuples dits civilisés, nous, et le mode de vie des populations tribales, qui sont ceux qui laissent, donc les populations que Survival International défend. Et voilà, je vais vous lire un petit extrait, vous allez voir, c'est génial. Pendant des centaines de milliers d'années, des gens aussi intelligents que toi ont eu une existence qui leur convenait parfaitement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une discussion entre un gorille et une jeune adolescente. Donc, pendant des centaines de milliers d'années, des gens aussi intelligents que toi ont eu une existence qui leur convenait parfaitement. Aujourd'hui encore, on trouve ça et là quelques-uns de leurs descendants, et quand ceux-ci ont été préservés, ils donnent l'impression d'être pleinement satisfaits de leur mode de vie. Ils ne se dressent pas les uns contre les autres, génération contre génération, classe contre classe. Ils ne sont pas en proie à l'angoisse ou à la dépression, au dégoût de soi-même, au crime, à la folie, à l'alcoolisme, ni dépendants d'une drogue. Ils ne se sentent pas victimes de l'oppression ou de l'injustice. Ils ne décrivent pas leur existence comme vide et sans but, et ils n'appellent pas de leur vœu quelqu'un qui leur dise comment il faut vivre, puisqu'ils le savent déjà, comme le savaient les humains partout sur Terre il y a 10 000 ans. Ce savoir-vivre, il fallait bien que ceux de ta culture le détruisent pour devenir maîtres du monde. Certains de remplacer ce qu'ils détruisaient par quelque chose d'aussi bien sinon de meilleur, ils s'y sont efforcés et s'y efforcent encore, servant aux gens tout ce qu'ils peuvent trouver pour combler le vide. La vie tribale n'était pas une combinaison de nantis et de démunis. Pourquoi les gens auraient-ils supporté un tel arrangement à moins d'y être forcés? Et jusqu'à ce que vous mettiez la nourriture sous clé, il n'y avait aucun moyen de les y contraindre. Mais le mode de vie de ceux qui prennent a toujours engendré des riches et des pauvres, ces derniers constituant l'écrasante majorité des humains. Quand tu penses aux jeunes que tu connais, crois-tu qu'ils meurent d'envie de devenir avocat, banquier, ingénieur, cuisinier, coiffeur, agent d'assurance ou conducteur de bus? Certains, oui. Pas spécialement coiffeur ou conducteur de bus, comme vous dites, mais j'en connais qui voudraient bien devenir star de cinéma ou athlète professionnel, par exemple. Et quelles sont leurs chances d'y parvenir en réalité? 1 sur 1 million, je dirais. Penses-tu qu'il y ait des jeunes de 18 ans qui rêvent de devenir chauffeur de taxi, prothésiste dentaire ou cantonnier? Non. Selon toi, parmi les jeunes de 18 ans, y en a-t-il beaucoup qui ne sont guère attirés par le monde du travail et qui seraient contents d'y échapper si on leur allouait une rente annuelle de 20 ou 30 000 dollars? Évidemment, si vous présentez les choses comme ça, vous plaisantez, ils seraient des millions. Mais puisque rien ne les tente vraiment dans le monde du travail, alors pourquoi y entrent-ils? Pourquoi font-ils des boulots sans intérêt? Parce qu'ils y sont obligés. Leurs parents les fichent dehors, il faut bien qu'ils trouvent du boulot, s'ils ne veulent pas crever de faim. Soit. Mais dans chaque nouvelle promotion, il se trouve des jeunes qui finissent à la rue. On les dit marginaux, on les traite de zonards, de feignants, on les appelle sans-abri, ce qui laisse supposer qu'ils vivent dans la rue non par goût, mais parce qu'ils y sont obligés. Ce sont des fugitifs, des clandestins, des propres à rien, des putains, des escrocs à la petite semaine, des clochards, des fouilleurs de poubelles, des ivrognes qui subsistent en collectant des boîtes en aluminium, des parasites qui vivent au crochet de la société.
La nourriture a beau être souclée, ils ont trouvé la faille, et s'engouffrent par toutes les fissures de la chambre forte. Ils font la manche, hantent les arrière-cours des restaurants, et se livrent à de petits larcins. Ce n'est pas une vie facile, mais ils la préfèrent de loin à celle de tous les pauvres des banlieues sordides. En fait, ils forment une sous-culture très importante, Julie. Oui, je vois bien maintenant que vous le dites. En fait, je connais des gosses qui envisagent de vivre comme ça dans la rue. Ils parlent de villes en particulier où cela se pratique beaucoup, Seattle par exemple. Ce phénomène se confond avec celui des bandes et des sectes. Quand ces gamins des rues s'organisent autour de chefs de guerre, on les considère comme des gangs et comme des sectes lorsqu'ils se réunissent autour de gourous charismatiques. Les enfants qui vivent dans la rue ont une espérance de vie très courte et ils s'en rendent vite compte. Ils voient leurs copains mourir tout jeunes et ils savent qu'ils connaîtront le même sort. Pourtant, ils ne peuvent pas se résoudre à louer un taudis, trouver de quoi s'habiller décemment et essayer de décrocher un petit boulot sous-payé qui leur fait horreur. Tu comprends ce que je veux dire, Julie ? Ceux des classes inférieures n'ont pas le privilège de se noyer dans un joli lac du Wisconsin, mais le résultat est le même. Ils préféreraient mourir plutôt que de rejoindre la masse des besogneux qui vivotent dans les quartiers déshérités, et la mort les attend bien souvent au tournant. Tout ça, j'en ai conscience, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Je ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit, Julie. J'attire juste ton attention sur un phénomène que ceux de ta culture traitent à la légère et dont ils ne reconnaissent pas l'importance ou la signification. Pour eux, l'histoire de Jeffrey est bien triste, mais c'est une exception. Il faudrait s'inquiéter s'il y avait des milliers de Jeffrey se noyant dans des lacs. Mais de jeunes vauriens mourant dans les rues par milliers, on estime que c'est tout à fait négligeable. Oui, c'est vrai. Ce que je considère ici ne compte pas pour les gens de ta culture. Ils préfèrent l'ignorer. Ces jeunes ne sont que des drogués, des paumés, des délinquants, de la racaille. L'attitude des adultes envers eux se résume à ceci. Laissez-les. S'ils veulent vivre comme des bêtes et s'ils veulent se tuer, qu'ils se tuent. De toute façon, ce sont des déficients, des sociopathes, des désaxés. Autant s'en débarrasser. Oui, c'est bien ainsi que les voient presque tous les adultes. Ils sont dans la dénégation, Julie. Qu'est-ce donc qu'ils refusent de voir ? Ils refusent de voir que ce sont leurs enfants. Pour eux, ce sont forcément les enfants de quelqu'un d'autre. C'est juste. Il n'y a pas de message dans la fin de Suzy qui meurt d'overdose dans le caniveau, pas de message dans les dizaines de milliers de jeunes qui se tuent tous les ans ou qui disparaissent en ne laissant derrière eux qu'un visage imprimé sur un emballage de lait, aucun message. Juste des parasites comme il y en a à la radio et dont il veut mieux faire abstraction si l'on veut jouir de la musique. Bien dit, mais je ne vois toujours pas où vous voulez en venir. Personne ne songerait à se demander de quoi ses enfants ont besoin. Seigneur, non, tout le monde s'en fiche. Mais toi, je peux te le demander. Pourras-tu t'y résoudre, Julie ? Pourras-tu le supporter ? Je restai 1 minute les yeux dans le vague et soudain, je fondis en larmes. J'éclatai en sanglots, d'énormes sanglots qui me secouaient comme un prunier et qui ne voulaient pas s'arrêter. Puis je commençai à me dire que c'était ce que j'avais attendu toute ma vie. Être assise dans ce fauteuil et pleurer, et je me calmai. Je dis à Ishmaël que je sortais faire un petit tour. Le petit tour dura un bon moment. Quand je revins, je lui avouai que je ne savais pas comment exprimer ça en mots. On ne peut pas mettre les émotions en mots, Julie, je le sais bien. En sanglots, oui, mais pas en mots. En revanche, il y a d'autres choses que tu peux formuler. Oui, sans doute. Tu as eu comme une vision de la terrible privation dont souffrent les jeunes dont nous parlions et que tu partages avec eux. Oui, je ne savais pas que je partageais quoi que ce soit avec eux. Le premier jour où tu es venu me rendre visite, tu m'as dit que tu te répétais à longueur de journée « Il faut que je fiche le camp d'ici comme on crie sauf qui peut ». Oui, c'est sans doute ce que j'éprouvais assise là en train de pleurer. Je vous en prie, laissez-moi sortir d'ici, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Ne me gardez pas enfermée ici pour la vie, je ne pourrai pas le supporter, il faut que je m'en aille. Mais ce ne sont pas des pensées dont tu peux faire part à tes petits camarades de classe. Ni même des choses que j'aurais pu m'avouer il y a encore 2 semaines. Tu n'aurais pas osé y penser. Non, je me serais dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je dois être malade. Peut-être le comprends-tu maintenant. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Mon rôle, c'est de t'annoncer cette nouvelle fantastique. Ce n'est pas toi qui ne va pas bien. Voilà, c'était un petit extrait d'Ishmaël de Daniel Keane. Je vous conseille ce livre parce qu'à la fin, il donne la solution. Il donne la solution et cette solution, elle est à chercher dans le mode de vie de ceux qui laissent. C'est ce qu'il appelle le trésor tribal. Et il dit qu'une nouvelle extrêmement joyeuse, c'est que ce n'est pas une invention qui est inimaginable aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe. Les peuples premiers sont
les peuples autochtones, pardon, sont nos contemporains et leur savoir, leur richesse sont à notre disposition pour peu que nous arrêtions de les éradiquer et de les empêcher de vivre et que nous nous intéressions un peu à leur façon de faire et d'être. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille vivement Mon Ishmaël et Ishmaël de Daniel Keane et surtout Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi, parce que on ne peut pas continuer à accueillir les jeunes de cette manière aussi nulle, méchante et inhumaine. Voilà, à bientôt. Et si vous voulez écouter l'intégralité de la lecture, c'est sur mon podcast qui s'appelle Big Books. Oh, je suis nulle en vidéo, pardon.